Bonjour à toutes et à tous. Nous enchaînons avec la deuxième session de cette deuxième journée. Alors pour replacer dans son contexte, la deuxième journée est consacrée à l'architecture dans son environnement et comme on a déjà pu le préciser dans l'introduction générale du colloque, l'environnement est bien entendu dans ces deux dimensions, donc à la fois l'environnement au sens des environs, donc l'architecture est ce qui l'environne, et l'environnement est lui aussi dans sa dimension plus naturelle, c'est-à-dire comment l'architecture peut-elle s'intégrer dans un environnement naturel. Et les deux premières sessions de la journée, donc celle de ce matin et celle de ce début d'après-midi, procèdent de la technique du coup de projecteur. Donc on avait choisi ce matin de braquer le projecteur sur un dispositif particulier de l'aménagement du territoire que sont les petites villes de demain. Et cet après-midi, nous braquerons notre projecteur sur un territoire particulier de notre département, à savoir les Coévrons. Et pour animer cette session consacrée au territoire des Coévrons, nous avons confié cette mission à Élise Druard, qui est chef du service action culturelle et éducative aux archives départementales de la Mayenne, et à qui je laisserai la mission de présenter les intervenantes et d'animer la suite de la session. Bonne session à tout le monde. Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, nous continuons cette session. Donc, on a parlé ce matin, on a découvert et discuté autour du dispositif des petites villes de demain. Nous avons également abordé le dispositif des petites cités de caractère. Et cet après-midi, donc, nous recentrons le sujet géographiquement donc, sur les Coévrons et plus particulièrement sur deux dispositifs de protection et de valorisation, de mise en valeur du patrimoine. Donc les sites patrimoniaux remarquables, les SPR, et dans un second temps, le label VPH, Villes et Pays d'Art et d'Histoire, donc sur les Coévrons plus particulièrement. Pour discuter de ces sujets, je suis accompagnée de Marjorie Eplin, qui est directrice générale adjointe à l'aménagement et au développement territorial au Coévrons, communauté de communes des Coévrons et à la ville d'Évron. Et à côté, Julie Maviel, donc vous êtes guide conférencière au service valorisation de l'architecture et du patrimoine, donc à la direction du patrimoine du service départemental de la Mayenne. Donc je vais laisser tout de suite la parole à Madame Eplin, donc sur cette révision. Alors, je crois qu'on est sur la... Voilà, très bien, le diaporama. Sur cette révision des SPR des Coévrons, donc plus particulièrement sur la vallée de l'Erve et Sainte-Suzanne, donc qui sont les deux périmètres concernés. Merci. Donc ça marche comme ça, super. Bonjour à tous. Je passe directement au sommaire. Donc ma présentation va s'articuler en 3 temps. Je vais prendre un peu le temps quand même pour ceux qui le connaissent moins de présenter rapidement les Coévrons et les deux sites, donc de la vallée de l'Erve et celui donc vallée de l'Erve sur les communes de Sauges et Saint-Pierre-sur-Erve et celui de Sainte-Suzanne. Vous présenter les caractéristiques spécifiques de ce territoire. Et puis je prendrai plus de temps pour vous présenter, échanger avec vous si vous avez des questions sur l'ambition patrimoniale qui a guidé les élus et les partenaires de cette démarche-là, et vous en présenter les résultats ensuite. Donc les Coévrons, donc une communauté de communes située à l'est du département, qui est composée de 29 communes et qui compte 27 000 habitants. Donc c'est un territoire rural marqué par les activités d'élevage bovin qui présente donc des paysages marqués par le bocage encore préservé. Un territoire dynamique également, desservi par 4 gares et traversé par une autoroute, donc qui en font un territoire attractif du point de vue du développement économique. Et c'est également un territoire qui, du fait de ses caractéristiques, sites naturels et patrimoniaux, en font une destination touristique. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui particulièrement, c'est la vallée de l'Erve au sens large. Donc, la vallée de l'Erve, elle est située au sud du territoire des Coévrons.
La vallée de l'Erve, c'est à la fois le nom d'un des 2 sites patrimoniaux remarquables, mais c'est avant tout une entité géographique donc, qui est caractérisée par l'Erve, donc la rivière qui traverse cette vallée, qui prend sa source plus au nord du territoire, donc sur la commune de Vimarcé, dans la chaîne des Couévrons, et qui rejoint ensuite la Sarthe, à Sablé-sur-Sarthe, la rivière Erve étant un de ses affluents. Sur son chemin, elle traverse le territoire de l'ancienne forêt de la Charnie, du nord-est au sud-ouest, et elle traverse ou longe différentes communes, dont Sainte-Suzanne, Saint-Jean-sur-Herve, Saint-Pierre-sur-Herve et Sauges. Et cette rivière, en fait, c'est le fil conducteur du paysage de ce site. Pardon, excusez-moi. Notamment au niveau de Sainte-Suzanne et du Tertregan, mais également au sein du canyon de Sauges, dont je vous présenterai plus de caractéristiques plus tard. Les caractéristiques naturelles de ce site font qu'il a été l'objet d'occupations humaines depuis de longues dates, puisqu'on a relevé les premières traces d'occupation 500 000 ans avant notre ère, et au travers des fouilles anciennes et encore récentes dans les grottes de Sauges, où on retrouve des traces des moins 40 000 ans. Et puis le territoire s'est développé, mais là je pense que Julie aura l'occasion d'y revenir, au fil du temps et des époques, et s'est structuré notamment autour d'axes de communication qui soient antiques ou plus récents. J'ai parlé de la voie ferrée ou de l'autoroute, mais ça a aussi été un marqueur de la manière dont le territoire s'est aménagé. Vous avez affiché à l'écran les différentes protections patrimoniales qui existent sur les 2 sites. Donc, la carte de gauche représente le site de la vallée de l'Erve, donc sur les communes de Sauges et de Saint-Pierre-sur-Herve, et celle de droite, celle de Sainte-Suzanne. Évidemment, les particularités de ces deux sites font que très tôt, il y a eu des protections patrimoniales mises en place, notamment au titre des monuments historiques sur Sainte-Suzanne, avec la protection des remparts en 1862 et celle du dolmen des Erves en 1989. Et puis au cours du XXe siècle, différents sites ont également été protégés au titre des monuments historiques. Au fur et à mesure des différentes lois de protection du patrimoine, ces 2 sites ont également été concernés par des classements au titre des sites inscrits, des sites classés, ou bien encore plus récemment, bien que tout soit relatif maintenant, des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, que j'appellerai ZPP-AUP pour aller plus vite pour la suite de la présentation. Le XXe siècle sera aussi le temps donc, des premières actions de valorisation de ce patrimoine, à la fois au travers de construction ou de mise en place d'équipements, que d'actions de valorisation et d'obtention de différents labels. Mais ce ne sera pas l'objet de mes propos. Je laisserai également Julie peut-être aborder plus ces sujets-là. Vous avez maintenant des documents peut-être un peu moins parlants qui s'affichent sur l'écran pour les moins initiés. Il s'agit des plans réglementaires des ZPP-AUP, enfin de la ZPP-AUP sur la gauche, donc zone de protection de l'architecture, du patrimoine architectural urbain et paysager. Ces documents, ils ont été élaborés sur le site de la vallée de l'Erve et sur Sainte-Suzanne au début des années 2000. En fait, c'est des démarches qui ont été engagées au début des années 1990 pour Sainte-Suzanne, en 1998 pour la vallée de l'Erve. Mais le temps d'élaborer et de créer ces sites, ces documents de gestion ont été validés au courant des années 2000. Avec la loi LCAP, donc loi relative à la liberté, à la création, à l'architecture et au patrimoine, donc de juillet 2016, ces sites se sont automatiquement et artificiellement transformés en sites patrimoniaux remarquables. Je dis artificiellement parce qu'en fait, elles n'en ont pris que le nom et leurs outils de gestion n'ont pas automatiquement été révisés. Et donc en 2016, la communauté de communes des Couévrons se trouvait au moment où elle engageait une démarche plus globale sur son territoire, donc celle du plan local d'urbanisme intercommunal. C'était donc l'occasion d'écrire un projet commun à l'échelle de ces
36 communes à l'époque, plus que 29 aujourd'hui puisqu'on a eu des fusions de communes. Et la question de ces 3 communes spécifiques, donc celle de Sauges, de Saint-Pierre-sur-Ave et de Sainte-Suzanne, s'est posée. Est-ce que le PLUI, l'élaboration de ce document devait être l'occasion de développer un outil spécifique pour préserver les qualités de ces sites-là, ou bien est-ce qu'il était temps de moderniser l'outil de gestion qui existait, c'est-à-dire les ZPPAUP devenus automatiquement SPR. C'est plutôt cette option-là qui a été choisie. Pour plusieurs raisons, s'appuyer sur le plan local d'urbanisme pour s'assurer d'avoir le bon outil de préservation et de valorisation du site présentait de nombreuses limites. D'abord, ce n'est pas un document qui est fait pour ça. L'outil réglementaire n'était pas tout à fait adapté. De manière générale, ça présentait une certaine fragilité juridique aussi, d'avoir des règles aussi spécifiques. Ce n'est pas forcément la vocation d'un document global et général. Et puis un PLUI reste un document qui édicte des règles peut-être laissant trop de place à l'interprétation et entre la main d'élus, qu'ils soient municipaux ou communautaires, qui n'ont pas forcément toujours la même vision. Et c'est pour cette raison-là qu'il a plutôt été fait le choix d'élaborer 2 plans de valorisation de l'architecture et du patrimoine, donc en remplacement des règlements anciens des ZPPAUP qui dataient de 2001 et 2006. Donc, outre le fait d'avoir un outil réglementaire qui soit le bon outil de gestion de ces 2 sites-là, l'intérêt, c'était aussi de mettre en place une gouvernance spécifique pour gérer, encadrer et accompagner la valorisation de ce patrimoine-là. Et puis également de doter l'architecte des bâtiments de France d'un outil, modernisé, adapté au contexte, actualisé aux nouveaux modes de faire pour accompagner les projets sur ces 3 communes. J'ai supposé que tout le monde ne savait pas forcément ce qu'était un site patrimonial remarquable ou un plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine. Donc avant d'entrer dans les détails de ce qu'il contient, je vais quand même prendre quelques minutes pour vous expliquer un peu plus ce que c'est pour les non-initiés à l'urbanisme. Donc au sens réglementaire, donc là je vais citer la loi. Donc un site patrimonial remarquable est une ville, un village ou un quartier dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente du point de vue architectural, archéologique, artistique ou paysager un intérêt public. Peuvent donc être classés en site patrimonial remarquable les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur. Donc en fait, le classement en site patrimonial remarquable, il se traduit par la définition d'un périmètre. Et ce périmètre, il constitue une servitude d'utilité publique. Une servitude d'utilité publique, c'est une règle qui affecte l'usage du sol. Et cette servitude, elle se traduit par le fait qu'à l'intérieur de ce périmètre, tout projet est soumis à l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Donc accord qui peut être assorti de prescriptions ou de recommandations, mais en tous les cas, tout projet qui affecte l'usage du sol, et notamment le bâti, doit être soumis à l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Donc le site patrimonial remarquable, c'est un périmètre qui crée cette servitude, et pour accompagner les projets qui vont se dérouler au sein de ce périmètre, il y a un outil de gestion qui est défini et qui est mis en place et qu'on appelle le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine. Donc, ce plan de valorisation, il a pour objectif de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti, de garantir la qualité architecturale des édifices existants et à venir, ainsi que la qualité d'aménagement des espaces. Et il comprend, donc un plan de valorisation, c'est un dossier qui comprend donc un rapport de présentation dans lequel on va trouver tout un diagnostic historique, architectural, patrimonial, paysager,
sur la base de ce diagnostic-là, qui va pouvoir dresser les enjeux spécifiques de préservation, de conservation du site. Et c'est sur le fondement de ces enjeux vraiment propres, intrinsèques à chaque site, qu'ensuite vont être définis 2 documents réglementaires, un document graphique, donc une carte qui va localiser, éventuellement identifier des secteurs différents en fonction des sensibilités paysagères ou architecturales, qui va identifier des édifices plus ou moins remarquables et pour lesquels les règles seront adaptées, qui va identifier des éléments végétaux, paysagers, bocagers, déboisements, présentant un intérêt patrimonial ou paysager, des cônes de vue, des silhouettes de bourg. Enfin voilà, c'est un document graphique qui comprend un ensemble d'intérêts, lesquels renvoient ensuite à l'autre document réglementaire, le règlement écrit, qui lui va préciser, selon l'enjeu, selon l'intérêt, quelles sont les règles à appliquer pour accompagner la création ou l'évolution des constructions ou des espaces publics. Donc pour ceux qui connaissent les documents d'urbanisme, ça s'assimile, ça ressemble et ça s'utilise exactement comme un document d'urbanisme, avec la particularité qu'elle est, que ce site-là, et donc ce plan de valorisation-là, il est élaboré localement de manière partenariale. Il fait l'objet d'un double accord partagé entre l'État et les collectivités compétentes, donc en l'occurrence là la communauté de communes en étroite collaboration avec les communes. Mais il reste un outil de gestion aux mains de l'architecte des bâtiments de France. Voilà, le maire qui reçoit un projet va regarder, lui, son document d'urbanisme, le plan local d'urbanisme, et le même projet, s'il est dans le périmètre du site patrimonial remarquable, va être, lui, regardé et instruit par l'architecte des bâtiments de France sur la base de ce plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine. Donc c'est vraiment un document qui vient c'est un outil de gestion qui vient en complément du document d'urbanisme et qui va vraiment s'attacher à préserver, à valoriser les qualités architecturales ou patrimoniales. Donc je l'ai déjà évoqué, l'élaboration, enfin toute cette démarche-là de modernisation, de révision des sites patrimoniaux remarquables, elle s'est faite dans le cadre d'une démarche partenariale qui a été voulu par la communauté de communes et qui a été aussi voulu et très bien accueilli par l'ensemble des partenaires qui ont été associés à cette démarche-là. Comme le voulait la réglementation, pour chaque site, une commission locale des sites patrimoniaux, enfin du site patrimonial remarquable devait être mise en place. Donc la communauté de communes ayant 2 sites sur son territoire, et 2 sites cohérents qui fonctionnent ensemble, qui présentent des similitudes, a fait le choix de créer une commission locale unique qui a donc pu suivre l'ensemble de la démarche et sur les 2 sites de manière conjointe et simultanée. Et cette commission, elle est composée par des membres de droit, c'est le Code du patrimoine qui explique qui est membre de cette commission. Donc parmi les membres de droit, on retrouve le président de la communauté de communes, les maires des communes concernées, des représentants de l'État au travers du préfet, de la préfète, de la direction régionale de l'architecture et l'architecte des bâtiments de France. Et ensuite, 3 collèges nommés. Et dans les collèges nommés, on a un collège élu, donc là des représentants des communes concernées par les sites, donc des représentants pour ce qui concerne les coévrons des communes de Sainte-Suzanne, Sauges et Saint-Pierre-sur-Herve, un collège de représentants d'associations œuvrant dans les domaines de la préservation, de la valorisation du paysage. Donc on a réussi à avoir régulièrement autour de la table aussi des gens qui œuvrent plutôt voilà, sur des fondements associatifs à ces enjeux-là. Et puis 3 personnes qualifiées sur le territoire. Donc on a pu avoir des architectes ou des artisans du patrimoine, ainsi que des historiens qui ont également participé et suivi cette démarche.
et vous l'aurez probablement compris, c'est une démarche qui mobilise une expertise particulière également. Donc pour mener à bien cette mission, la communauté de communes s'est fait accompagner par un groupement d'études, donc piloté par l'agence PAUM, donc c'est ce que vous voyez à l'écran, donc l'agence PAUM, donc Céline Viau, directrice de cette agence, également membre de la CRPA à Nantes. Un bureau d'études spécialisé sur les enjeux paysagers, donc le cabinet Zeppelin, et Paul Vandeville, un historien qui s'est attaché à toute la partie historique de cette étude. J'en viens maintenant à vous parler un peu plus du fond de la démarche. Je vais tâcher de vous rendre compte le mieux possible de toute la démarche de diagnostic, des enjeux qui ont été mis en exergue et de comment est-ce que ces enjeux ont construit et ont amené à finaliser le document de gestion et ses aspects réglementaires. Donc la première démarche a été d'actualiser et d'approfondir quand même tout le volet historique, patrimonial et paysager sur les 2 sites patrimoniaux remarquables. Donc plus précisément, l'étude a porté sur les études de la morphologie du territoire à partir de l'analyse des données disponibles et de visites de terrain des bureaux d'études. Il y a eu toute une démarche également de recherche historique pour comprendre les logiques d'implantation et de structuration au fil du temps et des époques du territoire et de son paysage. Il y a eu notamment des recherches dans ce bâtiment-là, auprès des archives départementales, de la Bibliothèque nationale de France, et même du service régional de l'inventaire en Pays de la Loire. Et toutes ces démarches-là, elles ont permis d'identifier donc, les spécificités du paysage actuel et donc d'identifier au sein même de ces sites qui sont sur des périmètres relativement restreints à l'échelle du département ou même de la communauté de communes, mais d'identifier au sein de ces secteurs-là des sous-secteurs qui présentent des enjeux, des sensibilités différentes par unité paysagère finalement, et d'en dresser les caractéristiques à préserver, et d'avoir la même approche également sur le patrimoine architectural bâti. Et donc ce diagnostic a été restitué dans le cadre de comités techniques, de comités de pilotage, de commissions locales de sites patrimoniaux remarquables, ce qui a aussi été l'occasion d'échanger sur les difficultés actuelles de mise en valeur du patrimoine et des projets de restauration. Et la question à laquelle il a fallu répondre, c'est quelle est la valeur patrimoniale de ces 2 sites aujourd'hui, et que souhaite-t-on valoriser? Comment souhaite-t-on le faire? Et donc, les 2 projets de plan de valorisation, ils ont été élaborés dans l'objectif de préserver la singularité de la vallée de l'Erve en tant que quantité géographique, et de ces 3 bourgs, donc la cité de Sainte-Suzanne et les deux bourgs de Sauge et de Saint-Pierre-sur-Erve, dans une réflexion qui avait vocation à permettre de s'adapter à l'évolution des modes de vie et des modes de faire le territoire, et avec quand même la volonté de valoriser les richesses paysagères et architecturales très particulières de ces 2 sites-là. Ce qui est aussi très vite ressorti, et c'est un peu l'objet du colloque, en tout cas le sens de cette journée-là, c'est le lien fort qui existait entre le patrimoine bâti et le paysage rural, boisé, bocager qui l'entoure. Et ça a été le fil rouge de toutes les discussions et de toutes les réflexions, non seulement de mettre en exergue ce lien, mais de bien chercher au travers de toutes les préconisations, toutes les prescriptions qui allaient mettre en place, à bien préserver cette approche sur le lointain quand on parle du paysage, ou d'abord des bourgs, de silhouettes des bourgs, et également de présence de la végétation dans les bourgs. C'est vrai qu'il s'éteint vite. Donc, le diagnostic réalisé, il s'attache à faire ressortir donc, les unités paysagères et les spécificités de l'habitat dans la vallée. Le paysage, donc, le paysage donc, des 2 sites alterne entre plaine ouverte sur des fonds de vallée, des coteaux boisés, parfois abrupts, dont vous avez des illustrations à l'écran, et en fait tout cela forme un ensemble séquencé et varié.
La majorité des constructions sur les 2 sites sont regroupées autour des 3 bourgs, majoritairement, donc des bourgs de Sauges et de Saint-Pierre-sur-Erve, et du bourg et du faubourg de Sainte-Suzanne. Mais on trouve également la présence d'écarts isolés, regroupant parfois plusieurs fermes. Je l'ai déjà évoqué, mais donc l'Erve, la rivière Erve, sillonne l'intégralité de la vallée. Elle a également donc généré des implantations spécifiques liées à son exploitation, notamment la présence de nombreux moulins. Et donc à ces implantations et ces formes urbaines variées s'ajoutent également des typologies architecturales spécifiques, de nombreux manoirs, des immeubles de bourg notamment. Et donc l'étude historique et paysagère et patrimoniale donc, a permis d'identifier les enjeux de préservation et de valorisation spécifiques aux sites patrimoniaux d'Écoévron. Donc pour ce qui concerne les enjeux paysagers, il s'est agi donc de préserver la silhouette de la cité de Sainte-Suzanne, donc une particularité, de conserver l'esprit des bourgs dans un environnement rural avec leur rapport spécifique au paysage. Donc c'est particulièrement vrai et c'est une des particularités du site de la vallée de l'Erve qui a cette dimension paysagère très forte. De mettre en valeur les abords de l'ancien bourg castral, donc le bourg de Sainte-Suzanne, et de conserver la singularité des espaces de bord d'eau, donc au bord de l'Erve, tout en valorisant la topographie particulière des lieux. Pour ce qui concerne les enjeux urbains, donc qui vont plus concerner les communes, les bourgs et leur configuration, les enjeux identifiés consistent à préserver la cohérence des bourgs, notamment celle du bourg castral, et redonner de la lisibilité aux espaces de faubourg. Également, tout un enjeu autour de la qualification des entrées de ville, en intégrant notamment le traitement des extensions urbaines plus récentes. Et les enjeux architecturaux, eux, se concentrent sur la préservation et la mise en valeur du bâti, l'encadrement des interventions en conservant les spécificités de l'architecture traditionnelle et un enjeu donc de favoriser une inscription dans les tonalités du contexte en encourageant tout de même l'innovation architecturale. Au regard de ces enjeux, des objectifs particuliers ont été fixés pour ces sites. Donc pour ce qui concerne le volet du patrimoine paysager et végétal, protéger les vues emblématiques et les éléments structurants du paysage, encadrer les évolutions possibles du paysage à travers des prescriptions touchant à l'implantation, aux volumétries, aux espaces libres, dans un souci de respect et de mise en valeur de la structure paysagère. Donc, au travers de ces objectifs, cela signifie que les prescriptions paysagères auront pour but de renforcer les identités paysagères de la vallée de l'Erve par des dispositifs spécifiques à chaque unité de paysage. Pour le patrimoine urbain, donc ce qui concerne plus la morphologie des bourgs, conserver la spécificité des structures anciennes en les protégeant et en les valorisant et maîtriser les nouvelles implantations. Donc là, ça veut dire que les prescriptions viseront à protéger le tissu urbain et à contrôler la qualité d'insertion des nouvelles constructions, ainsi que les modifications des structures existantes. Et pour le patrimoine architectural, restaurer, améliorer ou mettre en valeur le bâti traditionnel et permettre une adaptation de ce bâti aux usages actuels en conservant leur spécificité. Donc les prescriptions architecturales, elles, s'attacheront à protéger le patrimoine bâti de façon à en conserver les particularités. C'est pour cela que dans la démarche de sites patrimoniaux remarquables, donc de la vallée de l'Erve et de Sainte-Suzanne, on dispose d'un repérage assez fin du bâti qui permet de distinguer, selon l'intérêt du bâti, l'application de règles différenciées. Vous avez à l'écran des extraits, des documents réglementaires, donc des plans de valorisation de l'architecture et du patrimoine. Puisqu'à l'aune donc, de ces enjeux et de ces objectifs fixés pour chacun des deux sites, la partie réglementaire a été élaborée.
Donc, ce qui a guidé cette écriture-là et cette coécriture, donc à plusieurs mains, donc pilotée par un bureau d'études, mais en partenariat avec les membres de la commission locale des sites, c'était donc d'avoir une approche spécifique et pragmatique en fait dans l'écriture de ces règles, de rechercher un objectif qualitatif, c'est-à-dire de se poser la question de quel est l'objectif à atteindre, voilà, de ne pas écrire une règle pour l'écrire, mais de se demander comment elle s'appliquera et est-ce que cette écriture est bien adaptée à l'objectif, au résultat que l'on souhaite atteindre. Donc les enjeux paysagers ont donné lieu à une traduction réglementaire qui a consisté à écrire des règles, des prescriptions qui ont concerné le traitement des espaces bâtis, des espaces publics, la question des plantations, de la place du végétal, le traitement du point de vue et des silhouettes urbaines, une approche particulière donc, pour l'herbe et ses abords, ses aménagements connexes. Donc concrètement, il a été question de réglementer la composition des aménagements publics, le traitement des sols, tant en tonalité qu'en matérialité, la question du mobilier urbain, de la signalétique, les matérialités d'une manière générale, la question des palettes végétales dans les aménagements paysagers de centre-bourg. Pour ce qui concerne les enjeux urbains, des règles donc, ont été élaborées pour encadrer le traitement et l'intégration des projets dans les bourgs et à leur abord, ainsi que dans le tissu rural, pour l'évolution donc, de ce patrimoine que j'ai évoqué, donc, sous forme d'écarts, de hameaux isolés ou d'habitats isolés. Donc là, les règles abordent plus les sujets de forme urbaine, d'alignement, de volumétrie, de composition d'ensemble, de choix de matériaux également, la question des entrées de ville également, de leur qualification. Et les enjeux architecturaux sont un volet majeur, un des plus importants du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine. Et ils ont été traduits de manière à pouvoir encadrer les projets de restauration du bâti traditionnel et les modifications de ce bâti-là également. Et puis, il a aussi été question de poser des règles spécifiques aux architectures contemporaines. Donc là, les sujets sont nombreux. On a parlé des enduits, du traitement des façades, de leurs matériaux, des niveaux de finition ou des attentes en termes de qualité de finition, des toitures, de leur forme, de leurs matériaux, des lucarnes, des châssis de toit, d'autres émergences de toit, des ouvertures, de la forme des percements, de la cohérence des façades, de leur rythme, des matériaux, des sujets de confort thermique également, de la manière dont on intègre des extensions sur ce bâti traditionnel, que ce soit sous la forme traditionnelle ou sous forme contemporaine. Donc les sujets ont été nombreux. Et donc tout ce travail se trouve aujourd'hui compilé donc, au sein de 2 plans de valorisation de l'architecture et du patrimoine. Les démarches ont bien été menées conjointement parce que les 2 sites aujourd'hui sont séparés par une commune, Saint-Jean-sur-Erve, qui n'est pas site patrimonial remarquable, mais ces 2 sites appartiennent à la même entité géographique et présentent de nombreuses similitudes. Mais il n'empêche qu'ils constituent bien 2 sites, chacun avec leurs documents de gestion, donc 2 plans de valorisation, chacun comprenant donc un diagnostic, une annexe cartographique, donc un plan de repérage patrimonial donc qui distingue 3 catégories de bâtiments, 3 catégories de bâtis. Donc le bâti remarquable, qui est le niveau le plus élevé, le plus fort en tout cas, le bâti d'intérêt architectural et le bâti ordinaire. Et donc pour chaque catégorie, le règlement renvoie à l'application de règles différentes, l'objectif étant de permettre à ces 3 bourgs de continuer à se développer, à accueillir de nouveaux projets, mais en ayant des règles adaptées à l'intérêt architectural de chaque bâti. Et donc ce fameux règlement écrit, qui comprend l'ensemble des dispositions précises applicables à chaque situation, à chaque projet, selon sa localisation et selon son intérêt patrimonial. Et donc, chaque dossier comprend également 2 jeux de plans, un plan à l'échelle du site et un plan plus zoomé, plus centré sur les bourgs, notamment pour traiter de la question du bâti.
Donc c'est une démarche que l'on a engagée en 2019 et qui n'est pas tout à fait terminée, voilà, bon, qui a pris plus de temps que prévu, hein. C'est une démarche qui aurait dû être plus rapide que ça, mais voilà, pour différents aléas, on fait que la démarche est sur le point d'être finalisée, elle ne l'est pas encore. Nous sommes dans l'attente de l'accord donc, du préfet de région, hein. C'est un document soumis à une double approbation, donc celle du préfet de région et celle du président de la communauté de communes. Donc voilà, tout ça ne devrait pas tarder et ces documents donc, vont donc prochainement entrer en vigueur, donc devenir exécutoires, c'est-à-dire que voilà, ce sont prochainement ces règles-là qui vont s'appliquer pour encadrer le développement et le devenir de ces sites-là. J'en ai terminé avec la démarche des SPR et avant de donner la parole à Julie, je profite d'avoir la parole pour vous parler d'un projet, le projet Couévron d'hier et d'aujourd'hui. Donc, c'est un projet qui a été mené conjointement par le service patrimoine de la communauté de communes des Couévrons et le Pays d'art et d'histoire. Donc c'est un travail de comparaison, d'évolution du patrimoine dans les 39 bourgs des Couévrons, puisque les Couévrons, c'est 29 communes, mais 39 bourgs historiques. Et donc, on a pu disposer d'un fonds photographique, le fonds Pavie-Lejar, qui était photographe donc, à Ciel-Guillaume dans la fin du 19e siècle, début du 20e, qui a passé une partie de son temps à photographier donc, les 39 centres-bourgs des Couévrons à cette époque-là, fin du 19e, et ses héritiers ont déposé ce fonds-là à la bibliothèque historique de Sainte-Suzanne. Ce fonds a donc été numérisé et envoyé aux communes des Couévrons qui ont pu sélectionner des photographies et qui ont eu la lourde tâche ensuite de retrouver les points de prise de vue de ces photos et de faire les photographies actuelles et de proposer une explication de l'évolution du patrimoine, donc entre ce fin 19e et ce début 21e. Ce travail a ensuite fait l'objet d'une vérification très précise et scientifique, donc à la fois de la part du service patrimoine et du Pays d'art et d'histoire pour s'assurer de la conformité du récit apporté. Et ce projet a ensuite pris deux formes. La forme d'une exposition temporaire qui est actuellement en place sur le territoire de la communauté de communes des Couévrons, donc au sein des 39 bourgs. Donc il y a 120 panneaux qui montrent le Couévron d'hier et le Couévron d'aujourd'hui en expliquant comment ce patrimoine a évolué et qui fait également l'objet d'un ouvrage qu'on vous a apporté. Vous en avez un exemplaire ici, un autre sur la table que vous pourrez consulter en partant. Donc un ouvrage qui est en vente donc, au sein des offices du tourisme des Couévrons, de la librairie d'Évron et de la librairie du Marais à Mayenne. Voilà. Merci Marjorie. Est-ce que, avant de passer la parole à Julie Maviel, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Vous avez montré des cartes par commune, par les 3 communes dont vous parlez, qui montrent la répartition des zones en tant que site patrimonial remarquable. Je voulais savoir, en tant que simple personne du public, enfin simple habitant ou autre, curieux, si on peut aller sur un site internet où on verrait, on peut voir tout le département de la Mayenne, par exemple, et savoir si sur chaque commune, sur cette commune-là, il y a cette répartition des sites remarquables. Eh bien, oui, effectivement, en ligne, c'est l'Atlas des patrimoines. Sur le site de l'Atlas des patrimoines, vous pouvez retrouver l'ensemble des protections, que ce soit celles que je viens d'évoquer, mais les périmètres monuments historiques, les sites classés, les sites inscrits. Donc, il existe ce site-là, l'Atlas des patrimoines, qui recense toutes les protections applicables. J'ai pas compris. L'Atlas des patrimoines. Atlas voilà. des patrimoines. Atlas D'accord. des patrimoines. Ok, oui. merci. D'autres questions ?
Moi, j'aurais peut-être juste un petit commentaire qui appellera ou pas à des remarques pour faire le lien avec ce qu'on a vu jusqu'ici et la journée d'hier. On a beaucoup parlé de patrimoine bâti, de patrimoine architectural. Et je sais que dans la salle, nous avons des architectes, des paysagistes. Et ce qui me frappe quand on parle des SPR, au regard de tous les sujets qui ont été abordés jusqu'à aujourd'hui dans le colloque, c'est peut-être pas l'élargissement de la notion de patrimoine, mais du moins la prise en compte des patrimoines quand on regarde un petit peu derrière nous, qu'on remonte jusqu'au 19e siècle, à partir du 19e, où on va commencer par protéger des monuments historiques, donc des édifices isolés. Et puis, petit à petit, avec, je pense, au secteur sauvegardé, avec la loi Malraux, dans les années 60, ce sont des ensembles urbains. Et aujourd'hui, depuis une quarantaine d'années, avec les ZPPAUP, les AVAP et aujourd'hui les SPR, la prise en compte aussi de l'environnement autour de ces ensembles urbains et des paysages, plus seulement le patrimoine architectural. Voilà. Et on le voit bien, et vous en avez parlé, et vous l'avez démontré justement. Dans ce projet-là. Je vous le confirme. Et puis, on vient de parler du projet, de l'exposition Couévron d'hier et d'aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui est assez prégnant sur notre territoire. Et les paysages sont indissociables des bourgs et vice-versa. Tout ça constitue un patrimoine très cohérent et qui fonctionne ensemble. Et c'est pour cela que notre prochaine expo sera une expo sur les paysages, justement. Voilà, on a commencé par les bourgs, on continue sur les paysages. Très bien. Merci à vous. Pas d'autres questions? Il sera toujours temps à la fin de l'intervention, à la fin de la session. Julie Maviel, je vous donne donc la parole sur... alors, on va juste mettre à jour changer la vue sur le diaporama, s'il vous plaît. Voilà. Et donc nous présenter le périmètre et les activités du pays d'art et d'histoire des Couévrons Mayenne. Tout à fait. Je mets ce micro-là. Oui. Bonjour, bonjour à tous. Effectivement, donc je suis guide conférencière depuis maintenant 11 ans sur le pays d'art et d'histoire Couévron-Mayenne. Et c'est vrai que l'idée aujourd'hui de vous présenter ce label et me tient particulièrement à cœur, puisque c'est un label ville et pays d'art et d'histoire qui est peut-être connu ou un peu moins connu. Donc je vous propose dans un premier temps peut-être de juste présenter en quoi consiste ce label. Comme ça, voilà, on aura un contexte global de ce label Ville et Pays d'art et d'histoire. Et puis ensuite, on s'intéressera au territoire de la Mayenne qui a été labellisé Pays d'art et d'histoire Couévron-Mayenne. Et évidemment, on va mettre en lumière particulièrement le pays des Couévrons, qui est un ensemble en fait évidemment de patrimoine très varié. Et l'idée, c'est de vous présenter très concrètement des actions de valorisation qui ont déjà été mises en place sur ce territoire des Couévrons. Voilà. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Alors déjà, le label Ville et Pays d'art et d'histoire, c'est un label qui ne date pas d'hier, puisqu'il est en fait assez ancien. Il a été créé en 1985. C'est mon année de naissance. Donc effectivement, c'est un label qui a été créé donc, dans les années 1980 par le ministère de la Culture et de la Communication. Alors la carte que je vous ai placée sur ce diaporama est une carte qui date de 2020, qui n'est pas tout à fait à jour, puisqu'elle répertorie l'ensemble des villes et pays d'art et d'histoire qui existent à la fois en métropole, mais aussi dans les dom-toms. On a aujourd'hui, en 2023, 203 villes et pays d'art et d'histoire sur l'ensemble du territoire. Et je pense même que ça a augmenté depuis, puisqu'il me semble qu'il y a des commissions qui sont passées en 2024 pour en fait donner un accord de label sur des villes et pays d'art et d'histoire en France. Alors en orange, vous avez les villes d'art et d'histoire, et en vert, en bleu-vert, les pays. Alors
Quelle est la différence? Évidemment, les pays, c'est vraiment en fait des rassemblements, un groupement de communes qui sont définis par une même identité en fait, une histoire patrimoniale partagée. Et donc, en Pays de la Loire, juste pour prendre cet exemple-là, en Pays de la Loire, on a 8 villes d'art et d'histoire: Nantes, Guérande, Saint-Nazaire, Angers, Saumur, Laval, Le Mans et Fontenay-le-Comte. Et on a 4 pays d'art et d'histoire, les Couévrons-Mayenne, donc le Perche sartois, le pays du vignoble nantais et le pays de la vallée du Loir. Et si vous regardez bien, en Mayenne, on n'est pas tout seul, donc, puisque Laval a également le label Ville d'art et d'histoire depuis 1993, et le pays d'art et d'histoire Couévrons-Mayenne, lui, l'a obtenu en 2005. Alors vous allez me dire à qui et pourquoi ce label est attribué. Alors, c'est un label en fait qui a été créé et qui est décerné par le ministère de la Culture et de la Communication via en fait la DRAC, donc c'est-à-dire la Direction régionale des affaires culturelles, qui pour notre région, vous le savez, est à Nantes. Et c'est la DRAC qui étudie le dossier de candidature avec une commission nationale qui va décider à partir de nombreux critères. C'est vraiment beaucoup de critères qui sont pris en compte si la candidature révèle un patrimoine suffisamment riche, diversifié et cohérent pour obtenir le label. Il y a 4 critères principaux. Un réel engagement politique des collectivités qui sont candidates pour faire de la culture, de l'architecture et du patrimoine un projet local de développement. Il y a aussi l'idée que ce soit un périmètre pertinent, c'est-à-dire qu'on va vraiment avoir une cohérence historique, géographique et démographique en fait culturelle. Et les moyens évidemment mis en œuvre pour en fait assurer la connaissance, la conservation, la protection et la valorisation du paysage. Alors quand on parle de patrimoine, on parle de patrimoine au sens très large du terme. On est sur un patrimoine naturel, un patrimoine immatériel, un patrimoine militaire. C'est vraiment un patrimoine au sens très très large. Alors une fois qu'on a obtenu ce label, il a fait l'objet d'une convention entre l'État et là où les collectivités. Alors cette convention doit être renouvelée tous les 10 ans. Et donc de cette façon, il faut justifier quelque part que l'on mérite toujours l'attribution du label. La collectivité lauréate doit s'engager dans une démarche active et régulière de conservation, d'animation, de valorisation. Et donc elle doit aussi recruter un animateur de l'architecture du patrimoine, donc un chef, en fait maintenant on a chef de projet, maintenant ça s'appelle, et puis une équipe de guides conférenciers qui sont agréés par le ministère en fait, de la Communication, de la Culture, puisque les guides conférenciers ont des cartes de guides conférenciers qu'ils obtiennent au bout d'un examen qui leur est demandé. Et dans le cadre de cette convention, la collectivité ou les collectivités doivent mettre en place un SIAP. Alors c'est un mot qu'on va expliquer. Un SIAP, c'est quoi? C'est un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine qui présente en fait de manière didactique l'architecture et le patrimoine, soit de la ville d'art et d'histoire ou du pays. Il constitue vraiment un véritable lieu d'accueil, un vrai outil, une vraie ressource pour les publics. Donc on va s'intéresser du coup au pays d'art et d'histoire Couévrons-Mayenne, rapidement sur le Couévrons-Mayenne et puis après évidemment sur les Couévrons un peu plus. Mais pour vous donner une idée aussi de l'histoire en fait de ce pays d'art et d'histoire et déjà de ses limites géographiques. Alors vous avez 2 cartes, une carte qui vous présente le pays d'art et d'histoire et son empreinte géographique à l'intérieur même du département de la Mayenne et vous voyez que c'est un pays d'art et d'histoire qui est assez grand, qui prend une grande partie de l'est du territoire, puisqu'il englobe 2 communautés de communes, celle des Couévrons, mais aussi celle de Mayenne Communauté. Donc on a une superficie de 1400 km², 62 communes au total et 67 000 habitants qui vivent sur ce territoire. Alors, ça n'a pas toujours été 62 communes, puisqu'au tout départ, en 2005, on avait 58 communes, et puis, au fur et à mesure, des communes se sont ajoutées. En 2014, on a eu Saint-Georges-Butte-Avant, qui a rejoint le pays de Mayenne. Donc Saint-Georges-Butte-Avant, c'est la commune où est située notamment Fontaine-Daniel.
En 2016, on passe à 72 communes. Vous allez me dire, attendez, il y a un problème. On est 72 communes en 2016 et aujourd'hui, on a 2000. Oui, voilà, on a perdu de 10 communes. Alors, ce qui s'est passé, évidemment, c'est qu'on a le pays de Mayenne qui a fusionné avec le Haut-Lacet. Du coup, on a eu 13 nouvelles communes en plus. Et avec les nombreuses fusions des communes, eh bien aujourd'hui, le Pays d'Art et d'Histoire est composé de 62 communes. Voilà. Alors, je vais vous donner quelques dates clés de l'histoire du Pays d'Art et d'Histoire, puisque donc, en 2005, c'est l'obtention du label, et en 2009, on a créé le Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine dans le logis du château de Sainte-Suzanne. Alors, ce qui est assez rare, on peut le dire aujourd'hui, avec un peu de recul, c'est que souvent, lorsqu'on a le label Pays d'Art et d'Histoire ou Ville d'Art et d'Histoire, la création d'un centre d'interprétation est un peu plus longue à mettre en place. Et là, on a une chance vraiment importante, c'est d'avoir pu avoir à la fois le bâtiment, donc c'est-à-dire le logis du château de Sainte-Suzanne, qui appartient au conseil départemental de la Mayenne, d'avoir pu être restauré et d'accueillir ce centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. Donc c'est vraiment un centre d'interprétation unique en France, parce qu'il présente à la fois le Pays d'Art et d'Histoire, mais pas que. Il présente aussi le département de la Mayenne. Donc c'est vraiment une porte ouverte sur toutes les facettes du patrimoine qui composent le Pays d'Art et d'Histoire et le département de la Mayenne. Et en 2023, donc c'est-à-dire l'année dernière, on a renouvelé le label, puisque si vous comptez bien, on était effectivement au-delà des 10 ans largement, pour renouveler le label pour les 10 ans, et aussi parce que le territoire s'est agrandi. Et avec les 14 nouvelles communes, il a fallu effectivement aussi justifier de l'intérêt patrimonial de ces 14 nouvelles communes et de la cohérence qui a été conservée de cette extension. Alors, la spécificité du Pays d'Art et d'Histoire, c'est un portage financier unique en France, puisque le conseil départemental de la Mayenne soutient et finance à 50% le Pays d'Art et d'Histoire. Et les 50% restants, ce sont les communautés de communes qui se partagent cette part financière. Et on a tous les ans des aides de la DRAC. C'est quelque chose, qui a sûrement surpris au départ, j'imagine, la direction régionale des affaires culturelles, d'un portage de cette ampleur avec le conseil départemental et les deux communautés de communes. En général, c'est plutôt les communautés de communes qui portent. Et là, on a prouvé, en fait, depuis plus de 20 ans, que c'est un fonctionnement qui est exemplaire, qui fonctionne très bien. Pour cause, on repart pour 10 ans avec ce label, avec ce même portage financier. Alors, je vais rapidement décrire le Pays d'Art et d'Histoire avec notamment des sites patrimoniaux qui couvrent en fait une période chronologique allant de la préhistoire jusqu'à nos jours, ce qui est vraiment une cohérence très intéressante, puisqu'on va des grottes de Sauges, du musée de préhistoire, qui est vraiment tout à fait en fait au sud du Pays d'Art et d'Histoire. On remonte et on a le musée archéologique départemental de Jubelin, qui est un site antique complètement inédit dans l'ouest de la France, l'exemple le plus complet en fait, urbain antique de l'ouest de la France. Le musée du château de Mayenne, qui est en fait aussi un site tout à fait intéressant, puisqu'on a découvert qu'il y avait un palais civil carolingien qui date de 920. C'est un des seuls exemples en Europe de palais civil carolingien qui a été conservé jusqu'à nos jours. On a évidemment la basilique d'Évron, qui est un exemple aussi d'architecture médiévale tout à fait intéressante et exemplaire, qui allie art roman et art gothique. Et le château de Sainte-Suzanne, qui abrite le centre d'interprétation de l'architecture du patrimoine, mais qui a aussi un donjon du XIe siècle et un ensemble de bâtiments qui s'échelonnent finalement du XIe siècle jusqu'à nos jours, avec l'extension contemporaine qui a été ajoutée au logis du XVIIe siècle. Et j'ai oublié de noter un autre élément, c'est le château de la Selle-et-Château, puisqu'il a été effectivement ajouté avec l'extension du territoire.
Alors, quelques chiffres clés. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un territoire de 62 communes et de 67 000 habitants. En 2019, on avait environ 125 000 visiteurs accueillis sur les 6 sites patrimoniaux principaux disposant d'une billetterie. Ça, c'est important de le signaler, puisque si on prend juste la fréquentation dans la cour du château de Sainte-Suzanne, par exemple, on a déjà 100 000 personnes juste dans la cour du château de Sainte-Suzanne en gratuit, en fait. Par exemple, Sauges, c'est pareil, on a plus de 100 000 personnes qui arrivent sur Sauges, mais qui sont un accès gratuit. Donc ces 6 sites qui sont référencés. Donc évidemment, c'est le musée de préhistoire de Sauges, le château de Sainte-Suzanne, en tout cas le SIAP du château de Sainte-Suzanne, Jubelin, le musée archéologique, le musée du château de Mayenne et le château de Lacey. C'est aussi 4 petites cités de caractère sur les 7 du département de la Mayenne. Le Lacey-les-Châteaux, Saint-Pierre-sur-Erve, Sauges et Sainte-Suzanne. On a 29 monuments classés et 50 monuments qui sont inscrits au titre des monuments historiques. Et on a une commune qui est labellisée plus beau village de France, qui est Sainte-Suzanne. Donc voilà, une très très riche diversité patrimoniale. Alors en ce qui concerne le territoire des Couévrons, alors comme vous l'a dit Madame Eplin, effectivement, on est sur un territoire de 29 communes qui a 28 000 habitants, avec Évron, vraiment, c'est la ville la plus importante avec plus de 8 600 habitants, qui englobe maintenant une commune nouvelle, puisque c'est Châtres-la-Forêt, Saint-Christophe-du-Luat et Évron qui ont fusionné ensemble en 2019. Et on a une diversité du patrimoine, puisque sur le territoire des Couévrons, on a de nombreux châteaux et manoirs d'exception. Peut-être que vous avez en tête quelques exemples, mais notamment on a le château de la Grande Courbe à Bray, le château de Monteclair, par exemple, sur la commune en fait, de Châtres-la-Forêt, ou encore le château du Rocher à Mésanger, le château de Bourgon, notamment à Montourtier. C'est vraiment des exemples très forts, mais on a aussi plein de petits manoirs, peut-être un peu moins connus du grand public, mais qui sont tout à fait aussi exceptionnels et intéressants, qui jalonnent en fait tout le territoire. Il n'y a pas une commune qui n'a pas un château ou un manoir. On a également un patrimoine religieux remarquable avec des peintures murales qui sont conservées notamment à l'église de Nau, par exemple, ou la chapelle Rinçoin avec un magnifique décor qui date du Moyen-Âge, mais on a des vitraux d'Auguste Allôme qui datent du 19e siècle, ou encore on a la chapelle du Montaigu qui est une chapelle qui date du 15e siècle. Et on a un patrimoine naturel préservé, comme l'a très bien présenté effectivement Madame Eplin. On est sur vraiment les collines des Couévrons avec un paysage très fort qui se détache avec des sommets on est sur le massif armoricain. On n'est pas sur, on va dire, le point culminant du massif qui est le mont des Avaloirs, mais avec le mont Rochard, on n'est pas très très loin. On a des cours d'eau, la vallée l'Herve évidemment, qui est classée Natura 2000, et puis le bocage évidemment. Et on a un réseau de trois petites cités de caractère, Sauges, Saint-Pierre-sur-Erve, Sainte-Suzanne, et un réseau de structures culturelles patrimoniales. Puisqu'on parle évidemment de musée de préhistoire, du château de Sainte-Suzanne, mais on a aussi le musée de l'auditoire qui est le futur musée de la Cité à Sainte-Suzanne, c'est en cours de projet. Des sites comme la Ferté-Clairbois, qui est un site qui est une reconstitution d'une ferme médiévale à Sainte-Suzanne. Le Moulin de Gau, par exemple, qui est un moulin qui est à Saint-Pierre-sur-Erve. Des galeries d'art, notamment à Montsûrs. Voilà. On a une richesse de réseaux de structures culturelles et associatives très, très denses. Et parmi tous ces partenaires, je vais vous présenter vraiment des actions très spécifiques. J'ai choisi des exemples concrets, notamment pour vous présenter donc, les actions de valorisation. On a notamment la mission de présenter le patrimoine à travers une politique d'édition. Donc, peut-être que vous l'avez déjà vu, c'est une collection qui s'appelle Parcours et Focus, qui a été finalement revue, puisque la charte graphique, c'est une charte qui est nationale, donc tous les villes et pays d'art d'histoire de France ont la même visibilité, la même charte graphique. Et il y avait avant une autre charte graphique qui s'appelait « Laissez-vous compter ». Peut-être que ça vous dit quelque chose. Voilà, c'est ce genre de document.
Et donc, elle a été changée en 2016 pour peut-être un peu changer aussi en termes de un peu plus de modernité. Donc, l'idée de ces documents, c'est vraiment d'expliquer les clés de compréhension du patrimoine, à la fois de communes, comme par exemple ici Montsûrs, mais aussi, ça peut être juste d'un monument, donc c'est les focus. Par exemple, ici, une église à Vimarsay qui permet, en quelques pages, de comprendre l'intérêt patrimonial d'un lieu. Ces documents, sur les Couévrons, on en a édité plus d'une dizaine qui sont effectivement disponibles à la fois dans les offices de tourisme, mais aussi dans les structures culturelles du territoire. Et puis, nous sommes en train de travailler sur une carte interactive du territoire et qui pourrait ainsi permettre d'accéder sur Internet à tous ces dépliants et de les télécharger évidemment gratuitement. Alors, il y a des pays d'art d'histoire qui font payer ces documents. Nous, la volonté, c'est vraiment de les faire gratuits, puisque l'idée, c'est de pouvoir vraiment s'en servir comme on va dire, support de visite, et puis de les conserver et peut-être même de les partager. Alors, je vais vous présenter un exemple d'un projet qui est un projet qui est venu en fait d'une commune de Vèges, puisque ce sont en fait les élus de Vèges qui sont venus vers nous, vers l'équipe du Pays d'art d'Histoire, puisqu'ils avaient notamment un certain nombre d'objets qui appartenaient à une famille de notables de la fin du 19e, début 20e siècle, qui habitait à Vèges. Il s'appelle les Robert Glétron. Et cette famille a légué l'ensemble de ses biens à la commune de Vèges en 1920. Et donc, il y a une maison familiale, la maison de Robert Glétron, qui est dans la commune, dans le bourg. Ils ouvraient en fait aux Journées européennes du patrimoine, donc vraiment juste une fois dans l'année. Et ils avaient vraiment envie de mettre en valeur ce patrimoine-là et cette famille Robert Glétron qui a légué énormément de choses. Et même à l'école en fait, publique Eugène Herry de Vèges, à tous les ans, une somme qui est versée parce que c'est cette famille qui a souhaité, qui était engagée en fait politiquement dans les combats notamment scolaires, républicains. En fait, c'est une famille républicaine qui a souhaité mettre en avant l'école pour tous. Et donc, ils sont venus nous voir en nous demandant comment on pouvait mettre en place un projet ensemble. Alors, l'idée, c'était vraiment de plutôt mettre à disposition des habitants cette histoire autour de cette famille. Et on a décidé, plutôt que de passer par les habitants, c'est de passer plutôt par les enfants, l'école. Et on a invité l'école publique et l'école privée à travailler sur le même projet, pour que les élèves soient les ambassadeurs finalement de leur patrimoine. Et donc ils ont travaillé pendant plusieurs semaines, chaque classe, donc il y avait 6 classes en tout, 137 élèves au total, sur un monument de leur commune. Alors il y avait des monuments qui évidemment faisaient partie on va dire du patrimoine des Robert Glétron, mais aussi il y avait l'église, il y avait d'autres éléments du patrimoine. Et donc chaque classe a travaillé, par exemple là on voit des photos, on avait du tramway, on a réalisé notamment une maquette du village au temps en fait où le tramway passait dans le village. Chaque classe a travaillé ainsi sur une thématique, et le but ça a été de réaliser un panneau par en fait thématique, par monument. Et ce sont les enfants, les élèves, qui ont vraiment tout réalisé eux-mêmes, à savoir les images, l'iconographie, mais également les textes. Alors on est parti aussi avec des tout petits, des maternelles, donc évidemment on les a fortement aidés pour les textes. Mais voilà, l'idée c'était vraiment qu'ils s'emparent de la thématique de ce patrimoine, et qu'ils en délivrent en fait ce qu'ils avaient appris et compris. Donc évidemment, on a eu un
un temps en fait important avec eux, puisqu'on a passé de nombreuses heures à l'école, à la fois sur le terrain, à découvrir avec eux le patrimoine, à leur expliquer, et puis en classe avec des documents d'ailleurs qu'on a pris ici aux archives départementales, hein, des plans, des cartes postales anciennes, et ils ont ainsi créé leurs propres panneaux à partir de ce qu'ils avaient compris et retenu. Donc c'était un projet très dense et qui a permis de créer 8 panneaux d'interprétation sur l'ensemble de la commune en fait, de Vèges pendant cette année, donc c'était en 2019. Et ça a été inauguré aux Journées européennes du patrimoine. Autre projet, un peu différent. Alors là, ce ne sont pas les élus qui sont venus vers nous, c'est donc nous qui sommes venus vers une école. C'est une école qui est basée à Sauges, puisque Sauges, en fait, c'est une commune qui est très connue pour, évidemment, ses grottes, la vallée de l'Erve, mais peut-être un petit peu moins pour, on va dire, son patrimoine dans le bourg de Sauges, puisqu'on a des très belles églises, on a un oratoire, on a un lavoir, des fours à chaux. Et donc l'idée, c'était de proposer aux élèves de créer une fresque collaborative qu'ils allaient tous peindre ensemble avec l'aide d'un artiste qui est Stéphane Dardenne, un artiste lavallois. Alors, on a procédé aussi par étapes. On a découvert toujours sur le terrain le patrimoine. On leur a expliqué un certain nombre d'éléments de patrimoine. On est allé toucher les bâtiments, on est allé dans l'église, dans l'oratoire, au lavoir, au four à chaux. Et ensuite, revenu en classe, on a travaillé à partir de photos que Stéphane avait préalablement sélectionnées, des motifs qui reprenaient l'église, les chauves-souris, voilà, c'était vraiment l'ensemble du patrimoine au sens large. Donc ils ont tous dessiné plein de choses, et ensuite Stéphane Dardenne a fait une composition de l'ensemble de ces motifs, de ces dessins, pour créer un univers graphique, un univers artistique qui lui était propre, mais en reprenant tous les motifs des élèves. Et ainsi, il a créé toute une fresque de 11 mètres de long, à proposer aux enfants. Donc évidemment, les enfants étaient ravis. Ils ont tous donc peint cette fresque pendant donc 5 séances et ça a donné un projet dans la cour de l'école, puisque c'est une fresque qui est toujours visible aujourd'hui dans la cour de l'école de Sauges, qui est une interprétation du patrimoine par un artiste et par des enfants. Alors je me rends compte que je ne vous ai même pas mis une photo de la fresque terminée. C'est un peu frustrant. Mais vous avez quelques petits éléments que vous pouvez voir. Et vous voyez un petit peu l'univers très, très coloré de l'artiste Stéphane Dardenne qui ressort. Alors, j'avais prévu aussi de parler de ce projet qui est un projet tout à fait intéressant que Marjorie Eplin vous a également parlé, qui était donc le projet Couévron d'hier et d'aujourd'hui, effectivement. Donc, je vais vous en parler très brièvement, puisque c'est évidemment un projet qui a été porté par le service rayonnement, du service du rayonnement patrimonial, excusez-moi, de la communauté de communes et des 39 communes fondatrices du territoire. Alors là, effectivement, c'était un projet d'envergure, puisque l'idée, c'était vraiment que les habitants s'emparent de leur patrimoine avec ce fonds monumental. On a 600 cartes postales du fonds Pavie-Lejar qui sont conservées dans la mairie de Sainte-Suzanne. Et ce fonds a permis vraiment aux habitants, aux élus, de choisir des vues de leur commune et de pouvoir ainsi comparer avec aujourd'hui. Donc ils ont fait tout un travail de photos qui était très intéressant, et puis ensuite ils ont rédigé un texte qui résumait l'histoire de leur commune, et en plus des témoignages, des anecdotes qui leur paraissaient intéressants à évoquer sur l'histoire de leur commune. Donc ici on a eu vraiment plutôt un rôle de soutien, un rôle de relecture des textes, puisque ce sont des textes qui étaient rédigés par des amateurs, des personnes parfois qui n'avaient pas forcément
on va dire, l'habitude d'écrire, par exemple. Donc c'est ça qui était très intéressant aussi, c'était vraiment d'avoir des personnes très diversifiées qui voulaient en fait participer au projet, qui avaient envie de partager quelque chose. Et donc nous, notre rôle a été vraiment on va dire, de relire et de nuancer par moments ou d'ajuster quelques propos, mais c'était vraiment passionnant. Puisque moi, j'avais compté 111 panneaux, mais je pense qu'effectivement, on a peut-être plus, 120 panneaux sur l'ensemble des communes des Couévrons. Un autre exemple pour terminer. Donc, on a parlé évidemment de plein d'actions de valorisation, et chaque année, on a un programme que l'on met en place qui s'appelle les rendez-vous. Et donc, tous les villes et pays d'arrêt d'histoire ont ce programme qui s'appelle Rendez-vous et qui propose à l'ensemble en fait des habitants, mais ça peut être aussi des touristes de passage, etc., un ensemble de rendez-vous sur le territoire qui permet de découvrir le patrimoine du pays d'arrêt d'histoire. Alors, on a beaucoup de propositions, on essaye en tout cas de varier. C'est vraiment des propositions qu'on essaye de toucher, on va dire, au plus grand nombre de personnes. Donc des visites découvertes assez traditionnelles, mais qui peuvent être des visites découvertes de lieux assez étonnants, comme par exemple un cimetière, ou alors des visites de sites privés qui ne sont pas ouverts au public habituellement, et que l'on fait ouvrir au public avec notamment des dimanches d'exception. Par exemple, vous avez une photo d'un manoir, c'est le manoir de Longue-Fougère, sur la commune de Torcé-Vivier, qui a ouvert ses portes pour proposer aux personnes qui le souhaitent de découvrir l'histoire de ce manoir et même d'entrer à l'intérieur. Donc c'est vraiment un partage, une confiance des propriétaires en ce sens. On a également des randonnées, puisque comme vous avez pu le voir, les randonnées sont vraiment une activité qui est très demandée par les habitants, notamment des Couévrons, puisqu'on a un paysage tellement incroyable et beaucoup de chemins de randonnée qui font qu'aujourd'hui, beaucoup d'actions de valorisation passent par le plaisir de la marche, et en même temps, on va ainsi permettre de découvrir quelques bâtiments, quelques éléments du patrimoine en marchant. Des randonnées, effectivement, et aussi des enquêtes policières. On a plein de formats différents. Des concerts, des cinémas, et notamment dans les Couévrons, tous les ans, on a des partenariats avec le Festival d'art sacré et également les rencontres musicales en Couévrons, qui sont des festivals qui visent à mettre en valeur des monuments en fait patrimoniaux par la musique. Et on est invité, en tant que guide conférencier, à parler pendant quelques minutes de l'intérêt patrimonial du lieu. Voilà, c'est quelques petits éléments qui sont donnés au public et qui permettent ainsi peut-être d'apprécier avec un autre regard le lieu du concert. Alors voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Merci Julie. Une fois de plus, est-ce que vous avez des questions dans la salle ? C'était juste pour dire que le pays des Couévrons a de la chance parce qu'il y a un SIAP, alors que Laval n'a pas encore, mais ça va venir. Oui, en fait, oui, c'est en projet effectivement pour Laval, hein, mais c'est vrai que le label a été décerné en 1993 pour Laval. Et ça prend du temps pour certaines collectivités, mais c'est en cours. Et en tout cas, c'est une obligation du label de toute façon. Exactement. Moi, je me demandais si vous receviez beaucoup de touristes également. On a vu que vous animiez beaucoup de choses avec les habitants. D'ailleurs, c'est peut-être un point commun avec d'autres dispositifs, notamment les petites villes de demain. Ce matin, on voit que tout est construit avec les habitants et que vous sensibilisez avant tout les habitants. Et quand je suis arrivée en Mayenne l'année dernière, et je l'entends depuis, on dit tout le temps que les voyageurs ne s'arrêtent pas en Mayenne. Est-ce que c'est vrai? Et est-ce que vous animez aussi des actions en faveur des touristes? Oui, on espère en tout cas que toutes les actions qu'on met en place
touche aussi le public de passage. On le voit notamment, alors tant pas évidemment sur des sur des visites de sites un peu en dehors des circuits touristiques traditionnels. En revanche, on a mis en place notamment des visites commentées l'été à la Célé-Château par exemple, à Évron ou encore à Sauges, et on voit effectivement des touristes de passage, et notamment je pense au passage télévisé de la Célé-Château avec l'émission Le village préféré des Français. Ils sont arrivés voilà, avec une bonne place, et ça a vraiment effectivement eu un éclairage immédiat, et des touristes sont venus en nombre, et là, pour le coup on avait des touristes, oui, ouais. Effectivement. Mais il y a des touristes en Mayenne. Mais oui, il me semble aussi. Mais... de votre label par rapport à un autre label qui s'appelle Site et Cité. Ah oui, oui, c'est un réseau effectivement qui est effectivement en place. Alors, je ne pense pas qu'on ait adhéré encore à Cité, mais ça devrait être bientôt le cas. Effectivement, c'est un réseau de professionnels qui se regroupent pour parler des enjeux, notamment des labels Ville d'Art et d'Histoire, notamment, des actions de valorisation en place. Et si je dis pas de bêtises, nous n'avons pas encore, on va dire, adhéré, mais justement, ça a fait l'objet d'une réunion, et on aimerait pouvoir le faire justement prochainement. S'il n'y a pas d'autres questions, il ne me reste plus qu'à vous remercier toutes les deux, donc Marjorie Eplin et Julie Maviel, pour votre présentation. Et puis nous continuerons l'après-midi autour de la sensibilisation. Alors je ne sais même pas quelle heure il est, combien de temps, je pense qu'on a une petite pause avant de continuer. Alors on peut se permettre une petite vingtaine de minutes de pause en essayant de ne pas trop excéder pour que la dernière session de la journée puisse se tenir dans les temps. Et avant de conclure, ou plutôt en mot de conclusion à cette session, je voulais remercier Elisabeth Duplex, qui est l'archiviste de la ville d'Évron et de la communauté de communes des Co-Évron, à qui l'on doit la suggestion de cette session et... tout aussi important, les contacts avec les intervenantes. Donc, je voulais la remercier tout particulièrement de nous avoir aidés à mettre en lumière ce territoire des Co-Évron.